IS-3 soviétique au nez de brochet. Comment un colosse d'acier surgit à Berlin et fit chanceler toutes les certitudes militaires occidentales. Lorsque les premières colonnes de blindés soviétiques apparurent dans Berlin dévasté, le 7e jour de septembre de l'année 1945, les officiers français, américains et britanniques ne s'attendaient qu'à revoir des modèles déjà connus, T-34, IS-2, quelques automoteurs lourds. Mais quand, au détour de la grande artère menant vers la porte de Brandebourg, surgit un char au profil totalement inédit, beaucoup crurent qu'une génération entière venait d'être prise de court. Jamais auparavant, un blindé soviétique n'avait présenté une forme aussi tranchante, aussi compacte et aussi futuriste que cette masse d'acier à la proue anguleuse. Ce n'était pas une évolution, c'était une rupture. Ce char, baptisé IS-3, avait été conçu dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Union soviétique cherchait à dépasser les limites structurelles de l'IS-2. Les combats urbains de 1944 et les affrontements contre les chars lourds adverses avaient montré que même un blindé puissamment armé ne survivrait pas longtemps sans une protection radicalement repensée. Ainsi naquit l'idée du nez de brochet, deux plaques frontales inclinées à un angle supérieur à 60 degrés, formant une pointe aérodynamique destinée à dévier les obus comme un ricochet naturel. Cette géométrie n'avait été utilisée par aucune autre armée auparavant, et sa simple apparition à Berlin provoqua des discussions fiévreuses parmi les observateurs occidentaux. Beaucoup furent tout aussi interpellés par la tourelle. Entièrement moulée, massive, arrondie comme un bouclier médiéval, elle formait un bloc homogène d'acier, sans arête susceptible de recevoir un impact perpendiculaire. Cette forme était le fruit d'un apprentissage douloureux. Les tourelles anguleuses de nombreux chars plus anciens avaient tendance à concentrer les chocs, alors qu'une surface continue permettait de disperser l'énergie du projectile. Les ingénieurs soviétiques du bureau de Tcheliabinsk, l'un des plus importants centres industriels militaires de l'Union soviétique, surnommé Tankograd, avaient étudié des centaines de carcasses détruites pour créer cette silhouette unique. À l'intérieur, l'armement n'était pas moins impressionnant. Le canon D-25T de 122 mm représentait l'un des calibres les plus puissants jamais montés sur un char opérationnel. Ce même canon avait déjà montré son efficacité en perçant les plaques frontales des Panthers et des Tigers à longue distance. Son recul énorme nécessitait un frein de bouche massif et une tourelle renforcée. Le char disposait également d'une mitrailleuse lourde DSHK de 12 007 mm montée sur le toit, capable de neutraliser des avions volant à basse altitude ou de disperser l'infanterie à plusieurs centaines de mètres. Mais ce que les Occidentaux ignoraient encore, en observant la bête défiler devant eux, c'était la vitesse folle à laquelle ce projet avait été développé. La décision officielle de lancer l'IS-3 fut prise pendant l'hiver de 1944, alors que l'armée rouge approchait des frontières de la Prusse orientale. Le premier prototype sortit des ateliers en quelques mois seulement, un délai presque inconcevable pour un blindé aussi complexe. L'urgence de la guerre, l'expérience accumulée et la capacité industrielle gigantesque de Tankograd avaient rendu possible l'impossible. Créer un char entièrement nouveau avant même que les précédents modèles ne soient pleinement assimilés sur le front. Lorsqu'il apparut à Berlin, ce n'était donc pas un simple char de parade. C'était un message symbolique, un avertissement subtil mais clair. L'Union soviétique avait réussi à franchir un cap technologique que ses alliés n'avaient pas anticipé. Beaucoup d'officiers repartirent de Berlin avec un sentiment étrange, celui que la guerre venait de changer de visage au moment précis où elle s'achevait. L'IS-3, trop tardif pour le conflit mondial, devenait déjà l'une des premières ombres de la guerre froide. L'IS-3, la naissance précipitée d'un colosse et la course technique contre l'effondrement du front. Si l'apparition de l'IS-3 à Berlin donna l'illusion d'un blindé parfaitement maîtrisé, la réalité de sa création ressemblait davantage à une lutte fiévreuse contre le temps, les matériaux et les limites de l'ingénierie soviétique. L'hiver de l'année 1944 approchait lorsqu'un constat brutal fut formulé par l'état-major. L'IS-2, malgré ses succès, avait du mal à résister aux plus récents canons adverses de 88 mm et de 75 mm à haute vitesse initiale. Les ingénieurs reçurent alors une directive d'une clarté glaciale. Concevoir en quelques mois
un blindé capable d'absorber des impacts frontaux impossibles pour les chars précédents. C'est cette pression qui accoucha de la silhouette inimitable du nez de Brochet. Le projet, officiellement baptisé Objet 703, ne suivait pas les cycles normaux de développement. Là où un char lourd nécessitait habituellement 2 à 3 années de conception, les équipes de Tankograd durent tout compresser en moins d'une année. Ce rythme effréné les obligea à réinventer presque chaque élément: architecture du châssis, direction, ventilation, barbotin, anneaux de tourelle, soudure des plaques frontales. La nouvelle proue inclinée exigeait un savoir-faire métallurgique inédit. Les plaques immenses de blindage, épaisses de plus de 120 mm à certains points, devaient être soudées avec une précision rarement atteinte dans l'industrie soviétique de guerre, marquée par le manque de main-d'œuvre qualifiée et la fatigue accumulée. La tourelle monobloc, moulée dans d'immenses creusets, posait un défi supplémentaire. La masse colossale du métal nécessitait un refroidissement parfaitement uniformisé. La moindre variation thermique pouvait provoquer des fissures internes. Plusieurs premiers moulages furent rejetés après examen radiographique. Pourtant, malgré ces obstacles, les premiers exemplaires sortirent des ateliers avant la fin de l'hiver. La rapidité tenait presque du miracle industriel. Mais derrière la prouesse matérielle se cachait une mécanique encore fragile. Les premiers essais montrèrent que la boîte de vitesse, héritée en partie de l'IS-2, souffrait sous le poids supplémentaire du nouveau blindage. Le moteur V12, déjà poussé à ses limites, peinait à maintenir une vitesse constante sur terrain boueux. Les suspensions à barre de torsion, bien que plus stables que les systèmes antérieurs, étaient mises à rude épreuve par une masse approchant les 50 tonnes, et certaines barres cassaient littéralement lors des manœuvres brusques. Pourtant, même avec ces faiblesses, les performances restaient impressionnantes pour un blindé de cette génération. Sa silhouette basse réduisait les chances d'être touché. Ses flancs arrondis offraient des angles complexes qui faisaient ricocher une grande partie des projectiles de calibre moyen. Et surtout, son canon de 122 mm ouvrait une brèche dans presque tout ce qu'il rencontrait. Bunker, position retranchée, blindé lourd, nid de mitrailleuse. L'obus perforant BR-55 pouvait pénétrer près de 160 mm de blindage incliné à longue distance. L'obus explosif, quant à lui, réduisait en poussière les fortifications légères. L'Armée rouge croyait fermement qu'un tel blindé, s'il avait été déployé quelques mois plus tôt, aurait pu réduire la durée des combats en Prusse orientale ou en Silésie. Pourtant, la production se heurtait à un mur permanent, la pénurie de composants. L'aluminium pour les éléments mécaniques légers, les aciers à haute dureté pour les plaques frontales, les systèmes optiques pour les viseurs, tout manquait. Les usines travaillaient parfois jour et nuit pour compenser, mais certains IS-3 sortaient avec des ajustements imparfaits, des tolérances légèrement en dehors des normes ou des solutions improvisées. Ce contexte explique un paradoxe fascinant. Lorsque l'IS-3 fut montré au monde au défilé de Berlin, il donnait l'image d'un titan parfaitement abouti. Mais en réalité, c'était un géant encore en apprentissage, un colosse certes impressionnant, mais dont les premiers équipages devaient composer avec une mécanique nerveuse, des vibrations brutales lors du tir et des risques d'avarie lors des changements rapides de direction. Les observateurs occidentaux ne voyaient rien de cela. Ils ne percevaient que la menace potentielle. Ils notaient que la forme du char évoquait une nouvelle génération de blindés, une génération qui rendrait obsolètes les doctrines classiques héritées de l'avant-guerre. Beaucoup d'entre eux écrivirent dans leur rapport que ce char changeait l'équilibre psychologique naissant entre les Alliés. Ils comprirent instinctivement que ce blindé n'était pas conçu pour la guerre qui venait de s'achever, mais pour celle qui commençait déjà à s'insinuer dans les discours, les regards et les calculs stratégiques. Une guerre froide, silencieuse, mais omniprésente. Au moment où l'IS-3 défilait fièrement dans Berlin, personne parmi les observateurs occidentaux ne pouvait imaginer les épreuves traversées par les premiers équipages chargés de tester ce blindé encore instable. Les essais initiaux, menés dans la région de Tcheliabinsk au début de l'année 1945, s'étaient déroulés dans un climat de tension extrême. Les ingénieurs savaient que chaque minute comptait. La guerre n'était pas encore terminée, et il fallait prouver que ce nouveau monstre d'acier méritait sa place dans la ligne des chars lourds soviétiques.
Les premiers conducteurs devaient apprivoiser un blindé brusque, parfois capricieux. Le moteur V12, malgré sa puissance impressionnante, avait tendance à surchauffer lors des montées prolongées. L'huile perdait rapidement sa viscosité et les températures internes montaient jusqu'à des niveaux dangereux. Les mécaniciens improvisaient en renforçant les radiateurs avec des plaques supplémentaires, ajoutées sur place, sans attendre de nouvelles consignes de l'usine. Cette adaptation locale fut l'une des nombreuses solutions temporelles prises dans l'urgence. Parallèlement, les testeurs remarquèrent que la soudure de la proue inclinée réagissait de manière inattendue à la torsion du châssis. Sur terrain accidenté, la pointe du nez de brochet subissait des micro-déformations qui entraînaient parfois de fines fissures le long des jonctions. Ces défauts n'étaient pas visibles de l'extérieur, mais les radiographies militaires les révélaient avec précision. C'était une bombe à retardement. Si les fissures se prolongeaient, l'intégrité frontale du char pouvait être compromise. Pourtant, arrêter le projet était impensable. Le commandement exigea donc de renforcer la zone avec des cordons de soudure redoublés, ce qui alourdissait encore une machine déjà proche de ses limites mécaniques. Les artilleurs, de leur côté, faisaient face à un défi tout autre. Le canon de 122 mm, aussi redoutable qu'il fût, exigeait une coordination parfaite entre le tireur et le chargeur. Les obus, lourds comme des enclumes, ralentissaient le rythme de tir. Il était rare d'obtenir plus de 3 tirs par minute dans les meilleures conditions. Cependant, lors des essais, les instructeurs observèrent quelque chose d'inattendu: l'impact psychologique du tir. Lorsque l'énorme pièce d'acier crachait un obus perforant, le recul faisait vibrer toute la structure. Les viseurs optiques se déréglaient légèrement, forçant les équipages à réajuster leur alignement avant chaque nouveau tir. Des systèmes d'amortissement furent envisagés, mais leur installation aurait retardé la production. Ils furent donc écartés. Plus inquiétants encore étaient les tests de résistance effectués avec des tirs réels sur un prototype mis à part. En simulant des attaques frontales, les ingénieurs constatèrent que la zone inférieure du nez, bien que théoriquement solide, pouvait être vulnérable à certains angles très spécifiques. Les obus de calibre moyen, tirés avec une trajectoire descendante, avaient une chance d'entrer en contact avec les soudures inférieures. Ce point faible fut noté, mais jamais communiqué publiquement, car il ne correspondait à aucun scénario commun sur le champ de bataille. L'Union soviétique préféra mettre en avant la puissance de la silhouette générale, sans évoquer ses vulnérabilités marginales. Pendant que les ingénieurs travaillaient d'arrache-pied, les unités destinées à recevoir le nouvel engin se familiarisaient dans le secret le plus strict avec ses commandes. Les instructeurs apprirent rapidement que l'IS-3 n'était pas un char que l'on maîtrisait en quelques jours. Ses réactions étaient sèches, son freinage exigeait une anticipation méticuleuse, sa tourelle, massive, tournait parfois avec une lenteur imprévisible. Il fallait une équipe soudée, presque instinctive, pour dompter ce colosse. Pourtant, malgré la difficulté, les équipages ressentirent une forme d'admiration quasi instinctive envers la bête. Beaucoup racontèrent que monter dans l'IS-3 donnait l'impression de franchir une frontière invisible entre deux époques. Les parois épaisses absorbaient le bruit extérieur, créant une sensation d'isolement presque irréelle. Certains comparaient cette atmosphère à un bunker mobile, un refuge d'acier où l'on se sentait à la fois en sécurité et emprisonné. Les autorités soviétiques prirent alors une décision stratégique majeure. L'IS-3 ne serait pas engagé dans les derniers combats contre les forces ennemies. Officiellement, on parlait de délai logistique. Officieusement, il s'agissait d'éviter que le blindé ne tombe entre les mains adverses avant même que le monde n'en connaisse l'existence. On voulait frapper fort, mais au bon moment. Ce moment fut choisi, la parade de Berlin. Un théâtre parfait, une démonstration contrôlée. Une scène où la machine ne risquait ni panne, ni tir ennemi. Ainsi naquit l'une des plus grandes mises en scène militaires de l'après-guerre. La révélation d'un char trop jeune pour la bataille, mais déjà assez imposant pour remodeler la perception mondiale de la puissance soviétique. À peine les premiers exemplaires sortis des chaînes de Tankograd, une réalité brutale s'imposa. Le char, malgré son potentiel colossal, ne pouvait entrer dans une ère nouvelle sans une série de corrections profondes.
Les ingénieurs reçurent immédiatement des rapports détaillés provenant des unités de formation, décrivant des ruptures de barres de torsion, des déformations mineures du nez de brochet, ainsi que des problèmes persistants de surchauffe du moteur V12. L'Union soviétique ne pouvait se permettre de laisser ces défauts miner l'image d'un blindé censé représenter l'avant-garde de sa puissance militaire. C'est dans ce contexte que naquit le programme de modernisation IS-3M, lancé discrètement dans la seconde moitié de l'année 1946. Les ateliers spécialisés commencèrent par renforcer les soudures frontales. Les ouvriers appliquaient un double cordon à haute température destiné à éliminer toute fissuration liée aux vibrations du châssis. Les plaques latérales furent également ajustées. Leur alignement exact devait réduire les tensions provoquées par les routes défoncées, fréquentes dans les zones d'entraînement soviétiques. La tourelle monobloc, malgré sa réputation de bouclier imprenable, nécessitait elle aussi une révision. Les premiers retours d'expérience indiquaient que le mécanisme de rotation, lorsqu'il était soumis à une longue session d'entraînement, perdait en fluidité. Pour y remédier, les ingénieurs remplacèrent plusieurs composants internes en bronze par des pièces en acier allié, bien plus résistantes, ce qui stabilisa la rotation même lors des tirs à pleine charge du canon de 122 mm. La partie mécanique fut au cœur des transformations. Le moteur reçut une nouvelle pompe à huile, plus efficace, capable de maintenir une pression constante même en pleine accélération. Les radiateurs furent élargis et les conduits internes modifiés pour optimiser le flux d'air. Cette refonte permit de réduire la température interne de plusieurs dizaines de degrés lors des montées prolongées. Enfin, la boîte de vitesse fut renforcée par l'ajout de dentures élargies, conçues pour supporter le poids monumental du blindé. Mais le programme IS-3M n'était pas uniquement technique. Il s'agissait aussi de comprendre comment intégrer ce monstre dans la nouvelle doctrine de l'après-guerre. La création du modèle modernisé intervint au moment où le monde se divisait en deux blocs. L'Union soviétique cherchait à maintenir une impression de supériorité morale et technologique, et l'IS-3M devait devenir l'un des symboles de cette ligne stratégique. Une partie des chars modernisés fut envoyée dans les districts militaires les plus sensibles, notamment en Ukraine et dans les régions frontalières de la Biélorussie. Là, de nouvelles manœuvres eurent lieu. Les équipages rapportèrent que le comportement du blindé s'était nettement amélioré. Les vibrations fortes, fréquentes lors du tir du canon, étaient désormais mieux contenues. La conduite sur terrains irréguliers devenait plus stable et la fiabilité générale s'élevait à un niveau acceptable pour un déploiement prolongé. Un événement marquant vint prouver la pertinence des modifications. À la fin des années 1950, plusieurs IS-3M furent déployés en Hongrie lors des opérations visant à rétablir le contrôle soviétique. Ces chars, bien qu'utilisés avec prudence, démontrèrent une robustesse remarquable dans les rues étroites et les zones de barricades. Leur blindage frontal résistait sans difficulté aux armes anti-chars légères et leur simple présence intimidait les groupes armés. Les rapports du commandement soviétique indiquèrent que l'efficacité psychologique du blindé restait l'un de ses atouts majeurs. L'apparition d'un IS-3M suffisait souvent à disperser une résistance naissante. Cependant, les ingénieurs savaient que cette modernisation ne pouvait être qu'une étape. Les armes anti-chars évoluaient rapidement. Les premiers missiles guidés faisaient leur apparition, capables de percer des épaisseurs de blindage jusque-là inimaginables. La vitesse croissante des combats exigeait des machines plus mobiles, plus légères, dotées de systèmes de tir améliorés. L'IS-3M, malgré son imposante stature, ne pouvait rivaliser éternellement avec des blindés plus récents. Pour autant, le char garda une utilité stratégique réelle. Il servit de point d'appui dans les unités de réserve, participa à d'innombrables exercices de grande ampleur et fut utilisé comme plateforme psychologique dans plusieurs manifestations militaires destinées à impressionner les observateurs étrangers. Sa silhouette unique, avec son nez de brochet et sa tourelle arrondie, devint une icône de la puissance soviétique, au point d'être reproduite dans des affiches, des brochures et même des films. Cependant, une nouvelle étape attendait ce blindé, son baptême de feu réel, non pas en Europe, mais au Moyen-Orient. Une région où les chars lourds allaient connaître des duels d'une brutalité inattendue.
Lorsque les premiers IS-3M quittèrent le territoire soviétique pour être livrés à l'Égypte dans la seconde moitié des années 1950, personne n'imaginait réellement que ce serait là, au cœur du désert, que la machine au nez de brochet affronterait enfin le baptême du feu qu'elle n'avait jamais connu en Europe. Le climat politique était explosif, et l'Union soviétique souhaitait renforcer ses alliés régionaux en leur fournissant un blindé capable d'intimider leurs adversaires. Les équipages égyptiens reçurent donc un matériel impressionnant, mais également exigeant, qui demandait une discipline rigoureuse pour être maîtrisé. Les premiers essais en terrain désertique révélèrent des caractéristiques inattendues. Contrairement aux préoccupations initiales, le moteur V12 supportait relativement bien la chaleur du désert grâce aux radiateurs élargis du modèle modernisé. Toutefois, le sable fin s'infiltrait partout, rendant l'entretien plus contraignant. Les filtres à air devaient être nettoyés plusieurs fois par jour et les équipes passaient un temps considérable à retirer les particules abrasives qui risquaient d'endommager les pièces internes. Malgré cela, la silhouette massive du char inspirait une confiance considérable. Dans l'esprit des équipages égyptiens, l'IS-3M était un symbole, celui d'une stature capable de changer un rapport de force. Lorsqu'éclata la crise de Suez en 1956, les IS-3M furent déployés dans plusieurs positions stratégiques. Leur blindage frontal impressionnant offrait une protection redoutable contre la majorité des armes anti-chars alors employées par leurs adversaires. Mais leur taille imposante devint rapidement un handicap. Les chars lourds avaient du mal à se repositionner rapidement, et la complexité du terrain urbain réduisait leur mobilité. Dans certaines zones, ils durent avancer à très faible vitesse, exposant leurs flancs plus vulnérables. Après ce premier engagement, les autorités égyptiennes décidèrent de conserver les IS-3M dans des unités de réserve lourdes, tout en continuant à recevoir des blindés plus modernes d'origine soviétique. Pourtant, lorsque commença la guerre des 6 jours en 1967, les IS-3M furent de nouveau appelés à servir. Cette fois, les conditions étaient encore plus difficiles. Les forces israéliennes étaient équipées de blindés rapides, mobiles, soutenus par une aviation efficace. L'IS-3M, conçu pour encaisser des tirs directs sur un front limité, se retrouva obligé de se déplacer constamment, souvent sous des angles défavorables. Dans plusieurs affrontements, les chars lourds égyptiens résistèrent admirablement aux premiers tirs, leurs proues en pointe déviant de nombreux projectiles. Mais une nouvelle menace fit son apparition. Les armes anti-chars modernes. Des roquettes à charge creuse, tirées depuis des positions camouflées, parvinrent à percer des zones latérales. L'une des caractéristiques majeures de l'IS-3M, sa tourelle arrondie, se révéla redoutablement résistante, mais les éclats pénétrant par les ouvertures secondaires causaient parfois des dégâts internes catastrophiques. Les équipages rapportèrent que la pression interne générée par les explosions transformait l'habitacle en fournaise instantanée. Malgré ces difficultés, certains IS-3M réalisèrent des actions impressionnantes, détruisant plusieurs blindés adverses avant d'être neutralisés. Les récits des équipages évoquaient des duels à courte distance, où la masse du char soviétique dominait physiquement l'espace, mais où la rapidité et la précision des forces opposées finissaient par l'emporter. L'un des épisodes les plus marquants survint dans la péninsule du Sinaï, où un IS-3M parvint à tenir une position isolée pendant plusieurs heures, résistant à des attaques répétées avant de s'immobiliser suite à une panne de transmission provoquée par un choc violent. Après ce conflit, l'IS-3M n'avait plus sa place dans un monde où les missiles anti-chars portatifs et les blindés plus légers dominaient les batailles. L'Égypte conserva quelques exemplaires dans un rôle secondaire avant de les retirer progressivement. De son côté, l'Union soviétique finit par reléguer ses propres IS-3M dans des dépôts, puis dans des unités d'entraînement, où ils servaient essentiellement à enseigner les bases du maniement d'un char lourd. Le destin d'un dernier groupe d'IS-3M fut brutal et presque symbolique. Lors d'exercices à grande échelle au début des années 1970, plusieurs chars subirent des ruptures de châssis dues à l'usure extrême accumulée au fil des décennies. Les ingénieurs constatèrent que les fissures anciennes, surgies des premières années de service, s'étaient insidieusement agrandies jusqu'à rendre les structures irrécupérables. Les machines furent alors démantelées, parfois directement sur place, faute de pouvoir les transporter.
Et c'est ainsi que s'éteignit un colosse né trop tard pour la Seconde Guerre mondiale, mais trop tôt pour l'ère des blindés modernes. Un géant d'acier qui n'eut jamais l'occasion de montrer pleinement ce dont il était capable, et dont la carrière s'acheva non pas dans un musée, mais dans la poussière brûlante de terrains d'entraînement où son métal épuisé céda enfin sous son propre poids.